Blondine du Crevon et l'officier. 5e partie. Fontaine de vie. Dernière bataille. Friedrich, décembre 1944, janvier 1945. À la fin du mois, l'état-major de notre corps d'armée est retiré de la ligne de front aux Pays-Bas et transféré à la première armée de parachutistes dans la région de Krefeld. Quant à notre division, elle est reversée dans le 89e corps d'armée. Cette fois, nous faisons face aux Américains. Grâce à la bataille de Metz, nos troupes ont réussi à se retirer en bon nombre vers l'Allemagne et se réorganisent en décembre. Tous les hommes entre 16 et 60 ans sont mobilisés, ce qui rétablit les effectifs, mais des effectifs en grande partie inexpérimentés. Je me retrouve promu major à la tête d'une compagnie dans la plaine d'Alsace, à une centaine de kilomètres du village de mes grands-parents maternels. Sont-ils seulement encore en vie? Nous sommes dans une zone où il n'y a pas d'obstacle naturel en dehors du Rhin. Les Américains ont libéré Haguenau au début du mois et ont mis la main sur tous les ouvrages de la ligne Maginot d'Alsace. L'attaque de grande envergure déclenchée le 16 décembre dans les Ardennes les a surpris. Mais la météo et le nombre plus important de troupes alliées ne jouent pas en notre faveur. Leurs avancées sont repoussées au prix de combats acharnés, et seuls tombent dans leurs mains les villages de Kriegsheim, Ingwiller, Rothbach, Hoffwiller, Urwiller, Neuburg, Ohlungen et Harthausen. Mais la grande attaque, le 1er décembre, va surtout toucher la 25e division d'infanterie blindée. Au cours de combats acharnés, notre ligne de front est maintenue, malgré la perte de Hindsburg le 2 décembre. Mais la pression des GIs est sans relâche. Une nouvelle attaque est repoussée à 1,5 km au sud-ouest de Haguenau, le 3 décembre, bien que des unités américaines aient pu prendre Zinswiller et Gumbrechtshofen. Le 6 décembre, mes hommes sont impliqués dans des combats mouvementés autour de Merzwiller. La localité change plusieurs fois de main. Le 9 décembre, notre corps d'armée, baptisé Groupe Höhne, fait face à 5 divisions d'infanterie américaines, avec environ 300 chars. Les forces sont déséquilibrées, car notre force de combat s'élève tout juste à 3638 hommes et 2 canons d'assaut. Pour remédier au déséquilibre des forces, la 21e division blindée, le Volksartilleriekorps 404 et le Panzerjägerabteilung 686 viennent en renfort pour empêcher une percée américaine à travers la dépression de Weissenberg. Peine perdue. Le 10 décembre, des unités américaines ont pu s'emparer de Merzwiller. Le 13 décembre, des formations américaines ont réalisé des percées profondes. L'aile gauche de notre 245e division d'infanterie doit se replier en tenant Lembach comme position avancée à Klimbach. Pendant 2 jours, cette ligne de front est percée à plusieurs reprises par les troupes américaines, si bien que dans la nuit du 16 décembre, la ligne de front entre Niedersteinbach et le Rhin est repliée dans le Westwall. La 361e Volksgrenadier-Division continue à tenir son front sur la ligne Schönau-Schweigen-Lauterbach. Nous devons établir une nouvelle ligne de front en maintenant la jonction avec la première armée dans une ligne Neuenhofen-Obersteinbach, Schönau, Fischbach-Stellung et plus à l'est dans le Westwall. Le lendemain, de violents combats défensifs ont lieu dans le secteur de la 245e, qui subit de très lourdes pertes. Mes hommes sont épuisés. Heureusement, dans les jours qui suivent, la pression des Américains diminue, l'offensive allemande dans les Ardennes ayant entraîné le retrait de certaines de leurs unités. Au cours de ces mouvements de désengagement, le 27 décembre, notre corps d'armée réussit à reprendre aux Américains les bunkers du Westwall que nous avions perdus auparavant. L'activité de combat se calme un peu, à l'exception de tirs d'artillerie réciproques. Une nouvelle opération se prépare, avec à sa tête le général Blaskowitz, et je suis beau d'or que notre division va en être. Est-ce un signe? J'ai commencé ma carrière militaire sous ses ordres, et je le retrouve aujourd'hui. Je reste toutefois dubitatif face aux ambitions affichées. L'attaque est prévue en 2 parties. L'une doit partir de la Blies entre Sarreguemines et Bitche, l'autre de Bitche même. Les 2 attaques sont censées encercler une grosse partie de la 7e armée en se rejoignant à Saverne
avec des moyens considérables, chasseurs de chars lourds, chars lance-flammes, lance-roquettes. Un objectif secondaire est d'encercler les Américains au nord de Strasbourg, en rejoignant des forces ayant établi une tête de pont sur le Rhin, ce qui nous permettrait d'avoir une route presque libre vers Strasbourg. Les attaques doivent être également menées à partir de la poche de Colmar. Mais Hitler a remanié le plan, plaçant de nombreuses forces en réserve tout en conservant l'importance des attaques prévues. Autrement dit, il nous envoie au casse-pipe. L'offensive doit commencer le 1er janvier 1945 à minuit, ni avant ni après. Nos généraux sont plutôt réticents à commander cette armée hétéroclite. L'opération s'est préparée dans le secret et nous n'avons été avertis qu'avant l'attaque. Croient-ils vraiment tous que les Américains soient dupes? Au vu de la concentration de nos troupes dans la zone, les services de renseignements américains ont dû réagir. Le 31 décembre, face à nous, les unités américaines sont constituées pour la plupart de vétérans, comme la 45e division d'infanterie, la 44e ou la 100e, surnommée la Century. Leur moral est bon comparé au nôtre, et ils ont du matériel à profusion. De notre côté, en revanche, le tableau est moins glorieux. La majorité des divisions sont des Volksgrenadiers, créés à la hâte fin 44, qui regroupent des soldats d'unités diverses et sont spécialement conçus pour la défense. Seule une division SS est engagée, la 17e Panzerdivision Götz vor Berlichingen, qui a participé à la bataille de Metz et est tristement célèbre pour le massacre de Maillet en Indre-et-Loire. Ceux-là sont galvanisés pour défendre la patrie. Encore sont-ils préparés à la hâte. On leur a confié des Panzerfaust, en leur expliquant rapidement le fonctionnement de cette arme qu'aucun n'avait jamais vue. Les autres ont juste envie que toute cette merde arrête. Alors que tout le monde fête la nouvelle année, nous nous attaquons. Côté ouest, les SS de la division Götz vor Berlichingen surprennent les Américains, surtout par leurs hurlements fanatiques, et se font massacrer par des tirs de mitrailleuses, et sont contraints de faire demi-tour en abandonnant leurs armes sur place. Ils devaient être drogués à la pervitine. Nos forces parviennent toutefois à percer à certains endroits. À l'ouest de Bitch, les mêmes SS reprennent 2 villages et s'enfoncent dans les lignes américaines avant d'être stoppés plus tard par les forces de la 2e DB française. Dès le 2 janvier, l'offensive est déjà stoppée dans ce secteur, mais les combats pour la prise des villages font rage. Le 5 janvier, tout ce qui avait été pris par nos troupes dans ce secteur est repris par les Franco-Américains. Je pense aux civils, pris entre le marteau et l'enclume, terrés dans les caves et qui tentent de survivre comme ils peuvent, risquant leur vie pour se nourrir et qui assistent impuissants à la destruction de leurs maisons, de leur bétail. J'imagine aussi les cohortes de civils qui fuient les zones de combat en allant vers le sud, sur les routes enneigées dans un froid glacial, s'exposant autant à mourir de froid que des tirs allemands ou américains. Au sud de Bitch, l'offensive est menée par des bataillons de Volksgrenadiers et notre division d'infanterie dans une neige épaisse. Les lignes sont percées profondément sur une dizaine de kilomètres. Plusieurs hameaux et villages retombent entre nos mains. Dans certaines zones, l'avance est si rapide que nous faisons de nombreux prisonniers américains capturés dans leur sommeil. Sur certains carrefours stratégiques, les batailles font rage, comme près de Meisenthal. Sur d'autres endroits, nos assauts sont des échecs, stoppés par l'artillerie ou l'aviation américaine, ou simplement par la résistance des soldats américains, comme dans le secteur de Lemberg. Dans les Vosges du Nord alsaciennes, l'offensive prend une toute autre tournure. Alors que les divisions passent à l'assaut le 1er janvier, un groupe de combat de la 6e SS Gebirgsdivision Nord infiltre la ligne de front derrière les lignes américaines et atteignent la Moder. Ils se retranchent dans le village de Wingen-sur-Moder avec 750 hommes et tentent de le tenir coûte que coûte. Chez les Américains, c'est la confusion. Personne ne sait d'où vient cette unité. Mais la situation devient vite critique pour le Kampfgruppe. Leurs munitions s'épuisent et l'artillerie américaine tonne jour et nuit. Leur unique camion radio, seul espoir d'un possible renfort, s'est trompé de route et a été détruit. Le 7 janvier, les 200 survivants évacuent Wingen en ruine et regagnent leur ligne. Du 4 au 8 janvier, plusieurs bataillons de la 19e armée sous les ordres directs d'Himmler traversent le Rhin en plusieurs points, établissant des têtes de pont, notamment devant Gamsheim, au nord de Strasbourg, et devant Rhinau, au sud. Ils sont composés d'hommes peu aguerris, sous-équipés et mal nourris, qui se battent avec acharnement
mais beaucoup de soldats sont prêts à déserter. Il fait particulièrement froid. L'eau gèle dans les gourdes et le temps est défavorable à l'intervention de l'aviation. Au sud, comme au nord, nos troupes ne sont plus qu'à quelques kilomètres de Strasbourg, mais elles n'iront pas plus loin, face à l'acharnement des forces françaises du secteur. Les premières et deuxièmes armées françaises combattent avec rage jusqu'au 10 janvier, allant même jusqu'au sacrifice. Dans le sud de la percée des Vosges du Nord, nous tentons de continuer notre avancée dès le 12 janvier. Mais nous butons sur le village de Reipertswiller, solidement tenu par les Américains. Nous parvenons à encercler plusieurs de leurs compagnies, qui, après une dizaine de jours de siège et de nombreuses tentatives, sont contraintes à la reddition. Sur 500 GIs, seuls 2 réussissent à franchir les lignes alliées. Cette terrible bataille mêlant infanterie et blindés dure jusqu'à la 3e semaine de janvier, date à laquelle les Américains décident de se retirer du village. Dans le reste du nord de l'Alsace, l'offensive de nos troupes a fait reculer un peu partout les forces américaines qui se sont retranchées derrière la ligne Maginot. Le 9 janvier, le 29e Panzerkorps attaque les villages de Hatten et Rittershofen, occupés par la 6e armée américaine, et parvient à percer la ligne Maginot. C'est le début d'une terrible bataille de 12 jours pour la possession des villages qui se transforment en véritables champs de ruines fumantes. Les champs aux alentours deviennent des no man's land. Les civils qui sortent de leurs abris ont parfois le malheur d'être pris pour cible par les GIs ou les nôtres. La bataille est aussi un énorme combat de blindés sous de fortes chutes de neige. Plus d'une centaine sont détruits. Finalement, le 21 janvier, alors que nous sommes pourtant sur le point d'abandonner les villages, les Américains se retirent sur une nouvelle ligne de résistance, vers Kullendorf, le long de la Moder, nous cédant du terrain sur de nombreux kilomètres et laissant Hatten détruit à 90%. Le mauvais temps ne nous permet pas de nous rendre compte immédiatement de leur retrait. Les attaques s'enlisent et se transforment en violents combats de position. Nous réussissons néanmoins à reconquérir des villages, ainsi que la forêt de Haguenau, à la mi-janvier, et nos efforts vont désormais se concentrer sur cette ville qui connaît pour la 2e fois les combats. Coupée par la Moder, la ville est tenue moitié par nous et moitié par les Américains. Mais toutes nos tentatives pour prendre la ville, malgré des bombardements aériens et de nombreuses manœuvres d'encerclement, restent vaines. À partir du 21 janvier, alors que le temps est radieux et la neige abondante, les Américains reçoivent des renforts qui font face à notre 245e, à la 21e division blindée, la 25e division de panzergrenadiers, la division Ressler et à la 47e Volksgrenadier Division. Sur la Moder, notre face-à-face avec les Américains est devenu une guerre de position avec de simples opérations de patrouille. De part et d'autre, on manque d'effectifs, de munitions, de carburant, d'autant plus que nous devons céder des canons pour le front Est. Nous assurons la défense de notre ligne de part et d'autre de Haguenau, empêchant les Américains de la 42e division d'infanterie de franchir la Moder. Le 25 janvier 1945, nous attaquons et franchissons la Moder en face du quartier du château Fiat, en passant par l'écluse de l'usine Pickering. Les combats les plus durs se déroulent dans la soirée, notamment dans les premières maisons des 4 vents. L'attaque est bloquée à la route de Bischwiller. Le soir, Hitler, furieux, devant l'urgence de la situation à l'Est et l'échec de l'offensive, demande l'arrêt de l'opération Nordwind, y compris la tête de pont sur la Moder. Mais les combats ne cessent pas pour autant. Le lendemain, dès le matin, les Américains reprennent l'usine Pickering par un combat en corps à corps. Nous avons sacrifié nos dernières réserves dans cette offensive en Alsace. Cette opération a été un bain de sang inutile pour nous et les Américains, ainsi que pour les Français civils et militaires. Mes hommes sont à bout de force et moi aussi. Aucun d'entre eux n'est un fanatique, comme nous en avons vu ces derniers temps, prêts à mourir pour le Führer, comme ces gamins de la SS. Ces hommes, je les connais tous, ils n'ont qu'une envie, que ça s'arrête. Parmi eux, il y a Hans qui ne m'a jamais quitté. Et si aujourd'hui nous ne mourrons pas au combat, nous serons envoyés sur un autre champ de bataille, pour d'autres combats inutiles, pour un illuminé. Nous déposons les armes, et nous nous rendons au premier gradé que je rencontre. Il s'agit du lieutenant-colonel Rustberg, qui commande le 1er bataillon du 242e régiment d'infanterie.
Blessé sérieusement à l'épaule, je suis envoyé avec d'autres blessés de ma compagnie sur Strasbourg. Je ne peux que me rappeler mon transport en 1943 sur les routes chaotiques de Russie. Heureusement, les routes alsaciennes sont en meilleur état, bien que nous soyons en hiver, avec des températures largement négatives. J'ai avec moi mes objets les plus précieux, les photos d'Emma et de Mathias, les comptes de Maupassant, que ma chérie m'a offert pour mon dernier anniversaire et dans lequel j'ai glissé ses lettres et Madame Bovary. J'ignore encore le sort qui va m'être réservé quand j'aurai été soignée, ce qui ne devrait pas demander très longtemps. Ma prise en charge est assez rapide compte tenu de l'afflux de blessés en tout genre. Les Américains disposent de pénicilline, bien plus efficace que les sulfamides disponibles dans les services sanitaires allemands. Apparemment, ma plaie va cicatriser sans problème. La balle a traversé sans faire de dégâts importants au niveau vasculaire et osseux. Couché sur mon lit d'hôpital, je relis la dernière lettre d'Emma que j'ai reçue au début janvier, accompagnée d'une photo de notre fils. Mon Friedrich adoré, j'ai bien reçu ta dernière lettre. Quand je pense que tu es si près et que nous ne pouvons nous voir, je n'arrête pas de penser à toi qui combats dans la neige et le froid pendant que moi, je suis au chaud. Je profite de mon séjour pour glaner le plus d'informations possible sur mon refuge, ne serait-ce que pour aider les bébés dont je m'occupe à retrouver au moins leur mère plus tard. C'est ma nouvelle mission. Notre Mathias a été baptisé et fait maintenant partie des enfants de qui tu sais. Peu m'importe, cette cérémonie n'a aucune valeur, sauf celle de nous permettre de survivre. J'aurais tant aimé que tu sois là, mais je sais que c'est impossible. Tu ne vas pas le croire, mais j'avais donné le nom de Reinhard comme parrain, et ton ami m'a fait la surprise de venir. Après la libération de Paris, il a été nommé à Munich. Je crois que Mathias lui a trouvé une bonne tête, car il lui a fait des sourires. Notre fils fait en effet maintenant de beaux sourires et il gazouille beaucoup. Il sait aussi manifester sa désapprobation quand quelque chose ne lui plaît pas. Par exemple, il pleure, comme lorsqu'il a été aspergé de fausses eaux bénites pour un faux baptême, ou quand il veut attirer mon attention s'il perd son hocher ou si je m'éloigne. Il détourne aussi la tête ou il bâille s'il y a trop de bruit. Notre bout de chou n'est pas sauvage. Certes, il réagit quand il voit une nouvelle tête, qu'il observe d'abord avant de s'agiter ou se blottir contre moi si la personne ne lui plaît pas, ou de sourire et gazouiller si, comme Reinhard, elle lui plaît. Très curieux, le moindre bruit inconnu lui fait tourner la tête, et surtout, il attrape tout ce qui est à sa portée pour le porter à sa bouche. Et en ce moment, il est très intrigué par ses doigts. Notre bébé est très câlin, et adore les caresses comme son papa, et rit aux éclats quand je le chatouille. Il me tend les bras dès qu'il me voit pour que je le prenne. Comme j'aimerais aussi que tu me tendes les bras pour m'y blottir. Seul Mathias me fait tenir. Il a besoin de moi et j'ai besoin de lui. C'est le trésor que tu m'as confié et personne ne me l'arrachera. Pas plus qu'on ne peut t'arracher de mon cœur. Je t'embrasse, je te couvre de baisers en pensée et je connais bien tes endroits les plus sensibles. Je t'aime à la folie. Ton Emma. Emma, 30 janvier 1945. Je commence à connaître le foyer par cœur. Mon âme de résistante ne m'a pas quittée depuis que je suis au cœur de l'association Lebensborn. Et j'ai travaillé avec les Schwestern, les sages-femmes, un peu moins avec le médecin que je côtoie tous les jours. Une chose est certaine, du cœur est plus présent que ne l'était Fritz. Il est vrai que le foyer Taunus est aussi plus important en taille. Comme toujours, depuis que j'ai mis les pieds en milieu hospitalier, j'ai toujours un petit carnet sur moi, pour noter les choses importantes à ne pas oublier. Depuis que je vis dans un Lebensborn, je note les noms des personnes avec lesquelles je travaille, avec leur parcours quand j'en ai connaissance, les noms des mamans et des pères éventuellement, ceux des enfants avec la date de leur naissance, la date de leur départ, s'ils ont été abandonnés ou non. Bref, tous les détails qui peuvent permettre aux enfants qui chercheraient leurs racines de retracer leur parcours. J'ai aussi tracé les disparitions mystérieuses d'enfants. Bien sûr, les noms des responsables haut placés ne sont pas oubliés. Himmler, Zollmann, Ebner, Tesch, Wirmetz et quelques autres. Car les Lebensborn sont un enfer déguisé en paradis.
Je ne comprends pas comment des établissements pareils ont pu être créés et que des femmes les intègrent volontairement. Ont-elles conscience des objectifs réels? Même si je suis coupée de ce qui se passe à l'extérieur, je comprends bien l'allemand maintenant, et j'entends les bruits de couloirs, des conversations à voix basse. Les Alliés sont entrés en territoire allemand, et les Russes ont dû bien progresser, car début février, une douzaine de gamins d'origine polonaise, accompagnés de quelques infirmières, ont échoué à Wiesbaden, après avoir traversé toute l'Allemagne en train. Ces enfants sont-ils nés dans un Lebensborn polonais? Cela me semble impossible. Je ne vois pas les SS installer une maternité là-bas. Les Polonais, comme tous les Slaves, ne sont-ils pas de race inférieure selon eux? Je suis persuadée que ces enfants ont été enlevés. Bien sûr, la version qui nous est donnée est que leurs parents sont décédés ou les ont abandonnés car incapables de s'en occuper. Les Allemands sont tellement bombardés de propagande mensongère de la part de leur gouvernement qu'ils croient tout ce que les nazis leur disent, ou bien ils ne se révoltent pas parce qu'ils ont peur. Le travail ne manque pas, car le foyer est plein à craquer. Mariette l'a quitté il y a peu, laissant Helga au bon soin du foyer, mais elle a promis de récupérer sa fille. J'ai choisi de rester. Tant que je n'ai pas de nouvelles de Friedrich, je continue à glaner mes informations. En outre, je suis utile comme infirmière. Qui plus est, je n'ai plus Josefa Knoll sur le dos, puisqu'elle est repartie à Steinhöring, la maison mère. J'aide aussi au ménage, un bon moyen de pouvoir fouiller quelques tiroirs. C'est au cours d'une séance de ménage que j'ai pu consulter certains ouvrages très édifiants sur l'eugénisme. Même en allemand, j'ai bien compris de quoi il s'agissait. En survolant les pages, j'y trouve la confirmation de ce que je pressentais sur les Lebensborn. Et plus encore, je réalise que je ne connais que la partie positive entre guillemets de l'eugénisme, celle du programme de procréation. Il y a aussi un aspect plus négatif, celui de l'élimination des enfants et des adultes atteints de maladies héréditaires, de malformations, ainsi que celle des races dites inférieures ou impures. J'ai aussi déniché des documents officiels de l'ASS concernant les employés du foyer. Plus important encore, je découvre dans le bureau de l'infirmière en chef des livres contenant des fiches agrafées avec des noms que je connais. Frénétiquement, je recherche les miennes. Emma Contville. Les voilà. Je récupère papiers d'identité, certificats médicaux, d'arianité, arbres biologiques, et je remets en place le livre où j'ai trouvé mes fiches avant de terminer vite fait mon travail et sortir. Je me hâte dans le couloir à pas de loup. Je ne souffle qu'en arrivant dans la nurserie. Mathias vient juste de se réveiller. Un pouce dans sa bouche, il serre contre lui son ours en peluche que son parrain lui a amené un peu après Noël. Dès qu'il m'aperçoit, un grand sourire illumine son visage d'Angelo. Il ressemble de plus en plus à Friedrich. Mon amour qui est je ne sais où à cette heure, mais dont je connais la dernière lettre par cœur. Je me la remémore pendant que je vaque à mes occupations. Mon amour, j'espère que tu es en sécurité à Wiesbaden. J'ai appris que Freiburg avait été bombardé le 27 novembre dernier par les Britanniques, soi-disant en représailles de la destruction de Saint-Dié par des troupes allemandes qui l'ont incendié. Les Anglais avaient annoncé leurs intentions à la TSF, mais comme les Allemands, toujours disciplinés et surtout terrorisés par le régime, n'écoutent pas les radios étrangères, peu l'ont su et se sont laissés surprendre. Cette ville où j'ai suivi mes études universitaires est fondée en 1120 a brûlé pendant 2 jours et a été détruite à 80% en 20 minutes. Je sais que c'est la loi de la guerre, mais je ne peux m'empêcher d'être triste. J'imagine que beaucoup des lieux où j'avais des souvenirs n'existent plus, et tous ces civils, morts à cause de la folie des hommes, comme dans tous les pays touchés par cette guerre. Le plus important, c'est que toi et Mathias soient en vie. S'il devait vous arriver quelque chose, je n'y survivrai pas. L'hiver a tout recouvert de son manteau blanc dans les Vosges alsaciennes, mais au moins en cette mi-janvier, les jours rallongent déjà. La neige met les Américains en difficulté, mais nous aussi. Les combats se multiplient, les blessés et les morts aussi. Nous résistons du mieux que nous pouvons. Sois assuré que je ne joue pas au héros, mais je dois mener mes hommes au mieux afin qu'ils ne perdent pas courage. Dans d'autres situations, garder l'espoir est un défi. Il ne s'agit pas de l'espoir d'une victoire, tu sais très bien que je m'en moque, mais de l'espoir de te revoir. Mon amour pour toi m'aide à tenir.
Ce ne sont pas les combats qui vont y changer quoi que ce soit. Cet amour est inébranlable, indestructible. Chaque soir, dans mon demi-sommeil, je rêve de toi. Je t'imagine dans mes bras. Je vois ton beau sourire. Je sens la douceur et la chaleur de ta peau sous mes doigts. Dans le froid glacial de cet hiver, tu es ma source de chaleur. Il me tarde de vous serrer tous les deux dans mes bras, toi et notre bébé, qui semble avoir tellement changé. Il a déjà 6 mois, et je ne l'ai vu qu'une heure en tout et pour tout. Quand la situation le permettra, je vous emmènerai dans ma forêt noire, au sommet du Feldberg et au bord du Feldsee, entouré d'une forêt intacte, composée de hêtres majestueux, de sycomores, de sapins et d'épicéas impressionnants. Ce lac est d'une beauté à couper le souffle, et son atmosphère est tranquille. Peut-être seras-tu tenté d'y plonger, nu. Rien que pour ce spectacle, je veux rester en vie. Je t'aime passionnément, ton Friedrich. Friedrich, 31 janvier 1945. Déjà 6 jours que je suis dans cet hôpital, mais plus pour très longtemps, car je vais déjà beaucoup mieux. Reste à savoir où je vais être emmené. Je sors fumer un instant pour me changer les idées. Lors de ma capture, j'ai été fouillé comme mes hommes, mais je n'avais rien de précieux sur moi aux yeux des GI, qui se sont contentés de prendre ma montre et mon argent. J'ai donc toujours les photos de mes amours et mes 2 livres. Je rêvasse, mais j'entends une voix féminine qui m'interpelle. « Friedrich von Richter, c'est bien vous ?» Je tourne la tête vers la femme en uniforme qui vient de prononcer mon nom. « Gigi ?» balbutiai-je. « Eh oui, Gigi. Mais dites-moi, si vous êtes ici, cela signifie que vous avez été blessé et capturé. » En effet, je me suis rendue avec ma compagnie le 25 janvier à Haguenau, non pas parce que j'étais blessée, mais parce que j'estime qu'assez de sang a été versé pour rien d'un côté et de l'autre. J'ai profité qu'aucun régiment SS ne participait à l'opération à laquelle j'étais mêlée pour cette édition. Sinon, ces fanatiques auraient été capables de nous tuer pour nous empêcher de le faire. « Savez-vous dans quel camp vous allez être dirigé » demande-t-elle. « Aucune idée. Ma seule préoccupation est Emma et mon fils. Je lui ai promis de la retrouver, mais j'ignore quand je pourrai tenir cette promesse. » « Où est-elle ? Vous pouvez me le dire maintenant. » Je la regarde en souriant, énigmatique. « Oui, je peux vous le dire. Je l'avais cachée là où la Gestapo et la SS ne la chercheraient pas. Dans une maternité SS, la seule qui existait en France, à la Morlaix, près de Chantilly. » Gigi me regarde éberluée. Une maternité SS ? J'ignorais son existence. Moi aussi, jusqu'à ce qu'un ami d'enfance, un médecin SS en poste à la Pitié à Paris, m'en parle au début de 1944. C'est là-bas qu'elle a accouché il y a 6 mois, et c'est la dernière fois que je les ai vus, elle et Mathias. Début août, le Lebensborn de la Morlaix a fermé, et les mères avec leurs enfants ont été emmenées dans un autre Lebensborn, à Wiesbaden. C'est là qu'ils sont depuis. Du moins, j'espère que c'est toujours le cas, à moins qu'Emma ait réussi à partir et se réfugier chez mes parents en forêt noire avec notre enfant. Mais j'ai peur qu'elle n'y soit pas en sécurité. La jeune femme m'a écouté attentivement. Elle semble réfléchir, puis se lance. « J'ai peut-être une idée pour vous aider. Après tout, vous avez aidé notre réseau. Cela plaide en votre faveur. À qui vous êtes-vous rendu ? » Au lieutenant-colonel Rustberg, du 242e régiment d'infanterie, 42e division d'infanterie US. Il me semble que c'est la 7e armée. Nous avions déjà combattu l'un contre l'autre à Hatton et à Rittershofen. Je pense effectivement qu'il s'agit de la 7e armée et elle est dirigée par le général Patch. Mais les Américains n'étaient pas seuls. Il y avait aussi la première armée française de Delattre de Tassigny. Or, j'ai souvent l'occasion de rencontrer ce dernier. C'est votre jour de chance, Oberleutnant von Richter. Je souris devant son enthousiasme et rectifie en lui faisant un clin d'œil. Je suis major maintenant. Mazette, rien que ça s'exclame-t-elle. Donnez-moi votre matricule, comme ça j'aurai plus d'éléments. Surtout, soyez patient. Ça peut demander quelques jours. Quoi qu'il en soit, je saurai bien vous retrouver.
Ah, une dernière chose. Vous parlez anglais? Oui, couramment. Parfait, déclare-t-elle. À bientôt. Je ne sais pas ce qu'elle espère obtenir, mais je lui fais confiance. De toute façon, je n'ai pas le choix. Gigi a toujours été douée pour séduire les gradés. Nul doute qu'elle ait séduit un gradé des forces alliées, américains, britanniques ou français. Ne serait-ce pas cocasse? Elle qui se servait des gradés allemands pour obtenir des renseignements pour les alliés, va utiliser ses connaissances parmi les gradés alliés pour sauver un Boche. Friedrich, 15 février 1945. Le surlendemain de ma rencontre avec Gigi, devenue Afat, je suis emmené au camp de Mutzik. Toutefois, en tant qu'officier, je me retrouve séparé de mes hommes, y compris de Hans, qui est sous-officier. Nous attendons tous d'en savoir plus sur notre sort. Prisonniers des Américains, resterons-nous sur le sol français comme actuellement? Le camp semble être un camp provisoire. À ma grande surprise, on vient me chercher pour m'interroger. Prenez toutes vos affaires, m'assène l'officier chargé de me convoyer à l'endroit de mon interrogatoire. Je me retrouve dans un petit bureau du camp, face à 2 officiers de l'état-major du général Devers, commandant le 6e groupe d'armée US. Curieusement, si un est bien américain, l'autre est français. J'apprends par la même occasion que tous 2 sont sous les ordres du général de Lattre. Je suis mitraillé de questions sur mon parcours, même avant la guerre. L'essentiel de notre échange a lieu en anglais. Mais à un moment, je m'aperçois que je passe de l'anglais au français en fonction de mon interlocuteur. L'officier français est surpris par mon absence d'accent lorsque je parle sa langue. Major von Richter, pouvez-vous nous parler de vos relations avec le réseau Salesman en 1943? J'évoque ma liaison avec Victoire Emma, membre du réseau, les renseignements qu'elle ne m'a aucunement soutirés puisque je les lui ai donnés de mon propre chef, liste d'œuvres d'art volées à des familles juives ou menacées d'être volées dans des musées de scène inférieure pour être amenées en Allemagne, liste de noms de résistants avec leur date de transfert pour permettre leur évasion, Ausweis délivré pour faciliter la fuite de résistants recherchés ou d'aviateurs britanniques. Je leur révèle comment j'ai alerté Victoire sur la surveillance et l'arrestation imminente de membres de son réseau, transmis son message codé à Gigi, et surtout comment je l'ai exfiltré en la cachant dans un Lebensborn en France. Les 2 officiers me regardent stupéfaits. Un Lebensborn? De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un foyer avec une maternité et une pouponnière appartenant à une association SS. La version officielle veut que ces établissements à vocation sociale ont été créés pour permettre aux femmes de SS ou à leurs maîtresses d'accoucher en toute discrétion. Mais ce n'est que la version officielle. Les objectifs sont tout autres. Le Lebensborn de la Morlaix était le seul en France. Il venait d'ouvrir lorsque j'y ai amené ma fiancée. Il a fermé en août, juste avant la libération de Paris. Quels sont les objectifs de cette association SS et de ces Lebensborn? Je leur parle de l'obsession des SS et d'Himmler, en particulier pour une race germanique pure, de la sélection des femmes autorisées à y accoucher pour donner des enfants au Reich. J'évoque le Lebensborn belge, les nombreux établissements en Norvège et bien sûr en Allemagne, les soupçons d'Emma sur la disparition d'enfants non conformes aux critères raciaux. Mes 2 interlocuteurs sont consternés d'apprendre l'existence de ces haras humains, comme se complète à les appeler l'amour de ma vie. Ma fiancée a suivi avec notre enfant lorsque le Lebensborn français a été évacué. Elle était dans le foyer Taunus à Wiesbaden aux dernières nouvelles. Les enfants évacués du Lebensborn de Végimont en Belgique y ont aussi été rapatriés. Je ne connais pas tous les noms des foyers, mais je sais qu'il y en a un Nordrach dans la forêt noire, et la maison mère est à Steinhöring en Bavière, et est dirigée par le docteur Gregor Ebner. Un GIS faisant office de secrétaire a enregistré tous nos échanges. Les 2 officiers se lèvent enfin. Major, tout ce que vous nous avez dit corrobore et complète ce que nous a rapporté la caporal-chef Gila Feldman, alias Gigi, membre du réseau Salesman 1, un des réseaux du SOE. Vous gardez pour l'instant le statut de prisonnier de guerre, mais vous allez quitter ce camp. Vous allez nous accompagner au quartier général, où vous sera expliquée votre mission. À peine 3 heures plus tard, à Guebwiller,
je me retrouve face à d'autres officiers, dont le général de Montsabert. C'est alors que je suis informée que je servirai d'interprète, puisque je maîtrise les 3 langues, allemand, français et anglais. Je ne suis bien sûr pas libre d'aller et venir, puisque toujours prisonnier. Je serai sous la surveillance d'un officier. Lorsque j'entends le nom de cet officier, je reste un moment muet de stupeur. Le lieutenant Antoine Conteville. Le dit lieutenant apparaît soudain devant mes yeux. Les siens sont aussi bleus que ceux d'Emma. À peu près de ma taille, il a les cheveux châtains et une fine moustache à la Clark Gable, dont il a d'ailleurs un faux air. Il s'avance et me tend une main que je serre franchement. Je ne lâche pas des yeux, et il doit y lire ma surprise qui persiste, car il sourit brièvement. « Vous êtes désormais condamné à me supporter jour et nuit, Major von Richter. » Je sens une pointe d'ironie dans cette voix qui ressemble fort à celle de son père. « Du moment que je peux lire un peu le soir, je ne vous causerai aucun problème, lieutenant. » Autorisation accordée si vous pouvez me montrer des photos de mon neveu, puisque la caporal-chef Feldman m'a annoncé que j'en avais un, rétorque mon presque beau-frère en m'offrant une cigarette, et aussi me donner des nouvelles d'Emma. Emma, 15 mars 1945. Fin février, tout le monde a évacué Taunus. Une 50aine d'enfants a quitté le foyer pour un village nommé Schalkhausen, dans la région de Nuremberg. Il paraît qu'il y a 2 foyers là-bas. Franken 1 et 2. Gisela, Walter, Annika et Hans-Georg, qui étaient arrivés de Belgique, font partie du voyage, ainsi qu'Helga, la fille de Mariette, et Ingrid, le dernier bébé, né à la Morlaix. Gisela, fille d'une Hongroise et d'un agent de la Gestapo de Bruxelles, a 1 an et demi. Walter, né d'une mère belge employée aux cuisines de Végimont et d'un caporal, a presque 2 ans. Annika et Hans-Georg, dont les mères sont allemandes, ont le même âge que Walter. Le reste, moi et Mathias compris, est parti. Destination Steinering. J'ai la chance de ne pas être séparée de mon bébé. Est-ce parce que je me suis rendue utile ou parce que Reinhard est intervenu? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il se tient très au courant de ce qui se passe pour nous. Je me plais à imaginer que c'est pour informer Friedrich, dont je suis sans nouvelles depuis un moment. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de fâcheux. Il est en vie, je veux y croire. Je le sentirai au plus profond de moi dans le cas contraire. J'ai écrit à ses parents pour savoir si eux ont des nouvelles. Si jamais lui est arrivé quelque chose, c'est eux que la Wehrmacht informerait. La seule chose qui me gêne à Horland, nom du foyer de Steinhöring, c'est la présence de Josefa Knoll. La vieille peau ne s'est pas améliorée au niveau de l'amabilité. Qui plus est, elle est chez elle, avec son cher docteur Ebner, médecin de la famille Himmler, et son ami depuis l'université. Mais elle n'est pas infirmière-chef, puisque l'Oberschwester est Henny Neuren. Il semblerait que la maison mère soit le dernier refuge des enfants de la fameuse super-race des SS, née ces dernières semaines, au fur et à mesure du recul de la Wehrmacht. Elle peut accueillir 50 mamans et plus de 100 enfants. Mais après la fermeture des foyers de la Morlaix et Végimont, Moselland, installé au Luxembourg, qui a fait de même, puis Taunus et Schwarzwald à Nordrach, Horland a fait le plein. Je me demande combien de petits Ariens sont nés ici depuis sa création. Emma, 20 avril 1945. Mes 4 petits Belges qui avaient été emmenés au foyer Franken 1 près de Nuremberg et où ils ne sont restés que 4 semaines, sont arrivés à Steinhöring le 3 avril. 12 enfants sont aussi arrivés du foyer de Bad Polzin en Poméranie, et 12 autres d'Oranienburg près de Berlin, mais aussi Wienerwald et Appenland, les 2 foyers autrichiens. C'est un signe. Horland est vraiment l'ultime bastion pour la future élite du Reich, qui, à mon humble avis, est très mal partie pour durer 1000 ans, comme ses zélateurs l'annonçaient. L'établissement est maintenant surpeuplé. Aux mamans allemandes, essentiellement des bavaroises, s'ajoutent d'autres de toute l'Europe. Mamans prêtes à accoucher, bébés ou enfants plus grands, souvent abandonnés, mais certains sont accompagnés de leur mère. Et bien sûr, des infirmières et des officiers SS. Beaucoup de SS. Leurs bureaux centraux de la Herzogmarktstraße à Munich
ont été détruits lors des bombardements de la ville, il y a presque un an. Donc, tout ce joli monde s'est réfugié à Steinering. Le Standartenführer SS Zollmann, le directeur administratif de l'organisation, a installé ses appartements au-dessus de la maternité, où s'active Ebner du matin au soir. Günther Tesch a planté ses pénates dans le logement du curé du village. D'autres cadres et employés logent dans des baraquements construits par des ouvriers réquisitionnés parmi des déportés de Dachau. Je me souviens que Friedrich m'a parlé de ce camp qui existait bien avant la guerre et destiné notamment aux opposants politiques d'Adolphe. Les nazis sont même venus avec leurs archives, entassées dans des caisses entreposées partout, dans les logements, les bâtiments annexes, et même dans les couloirs de la maternité. C'est peut-être le seul endroit où je pourrais subtiliser des documents importants, mais je ne vois pas par où commencer. En attendant, je continue à tout noter. Plus bizarrement, ils ont aussi amené des tas d'objets, bijoux, vaisselle, tapis, fourrures, sans doute volés à des juifs. Depuis le début de ce mois d'avril, la tension monte. Tout commence à manquer et les infirmières, dont je fais partie, ont beau réclamer, Zollmann et les autres ignorent nos demandes. Désormais, à Horland, c'est la confusion la plus totale. Les Allemandes toisent de haut les étrangères norvégiennes, néerlandaises, belges et françaises qui ont osé penser être de leur race supérieure. Ça se crêpe le chignon pour un berceau, des couches, une dose de vitamines. Un peu avant l'arrivée des réfugiés de Schalkhausen, Oranienburg et autres, j'ai reçu à ma grande surprise et pour mon plus grand bonheur, une lettre de Friedrich. Ma douce Emma, avec ce printemps, alors que la nature se réveille, c'est aussi l'espoir qui renaît. Et il n'y a pas que les fleurs qui risquent de pointer le bout de leur nez. Tu hantes toujours autant mes pensées, et mes rêves remplis de toi illuminent ma vie en ton absence. Chaque jour loin de toi me paraît une éternité, mais je sais que même séparés, nos cœurs battent à l'unisson. Je me rappelle nos moments passés ensemble, nos baisers passionnés, nos ébats amoureux. Personne ne pourra jamais les effacer. Chaque lettre que je t'écris, chaque pensée qui t'est destinée, sont ma manière de te dire que tu es la lumière qui me guide chaque jour, vers laquelle je reviendrai peut-être très bientôt pour te serrer dans mes bras et enfin partager chaque moment, chaque sourire avec toi et Mathias, pour toujours. Sois patiente, le temps joue pour nous et je te réserve une belle surprise. Prends soin de toi et de notre bébé. N'oublie pas que mon cœur t'appartient où que je sois. Je ne suis pas si loin. Je t'aime. À bientôt, mon amour. Ton Friedrich. J'essaie une fois de plus de lire entre les lignes. Il semble vouloir me dire qu'il va bientôt me rejoindre. Mais comment est-ce possible, puisque son armée recule partout? Les rares nouvelles qui nous parviennent disent qu'Hanovre est tombé, que les Américains avancent vers Magdebourg et Nuremberg, et que les Russes sont à Vienne. Est-ce que cela veut dire qu'il fait partie de ceux qui reculent vers la Bavière? Je ne le vois pas déserter. Et cette surprise, de quoi s'agit-il? À Horland, les nazis fêtent l'anniversaire du Führer. Pourtant, les soviétiques sont aux portes de Berlin. Ils ont chargé des camions avec tous les objets de valeur qu'ils avaient amenés. Les véhicules font la navette entre Steinering et un lieu tenu secret. Emma, 3 mai 1945. Le 30 avril, Zollmann et consorts semblaient dans tous leurs états. Manifestement, il s'était passé quelque chose de décisif. Pendant des heures, ils ont brûlé des tas de ces documents contenus dans les cartons entreposés un peu partout. Leur autodafé a duré des heures devant des mamans effarées. Apparemment, ils voulaient tout faire disparaître. Registre de naissance, fiche d'identité des enfants, des parents, organigramme, nom des responsables. J'ai réussi à subtiliser certains dossiers. Et j'en ai dérobé encore quelques-uns parmi ceux qui étaient dans les couloirs de la maternité. Après avoir accompli leur tâche, ils ont pris la poudre d'escampette avec ce qui reste de leurs objets de valeur et une douzaine de caisses en bois, et la plupart des infirmières ont également fui. Après ce branle-bas de combat, Paula Hessler, arrivée récemment de Bad Polsin, a pris les choses en main avec Ebner. Au moins, lui n'a pas fui. Il n'y a presque plus rien à manger. Les SS ont embarqué même les pommes de terre. Les mères allemandes s'inquiètent du sort que pourraient leur réserver les Alliés. Les autres, les étrangères, ont peur d'être renvoyées chez elles, avec la preuve vivante de leur faute. Pas moi. Dans cette lourde atmosphère, le 1er mai,
naît pourtant le dernier bébé dans un Lebensborn, et la maman du petit Wolfgang est française. Des blindés américains viennent d'arriver et se sont positionnés autour de la maison à l'entrée du village. Mais tous les SS avaient fui, sauf un, Ebner, qui a conservé son uniforme d'Oberführer. Les mains en l'air, mis en joue par les GIs, il doit la vie à l'intervention d'un médecin de l'armée américaine. Nous ne sommes que quelques infirmières diplômées, dont Paola Hessler et moi, avec une douzaine de mères, s'improvisant soignantes pour nous occuper de 300 enfants, âgés de quelques jours à 4 ans. Je m'adresse alors au médecin qui est intervenu en faveur d'Ebner. Je lui explique en anglais, ce qui le surprend au départ, ce qu'est cet établissement, qui sont les mères et les enfants, et que nous avons besoin de leur aide pour nous occuper des enfants et les nourrir ainsi que leurs mères. Puis-je savoir qui vous êtes, mademoiselle, s'enquiert-il. Je m'appelle Emma Conteville. Je suis française, de Rouen, en Normandie. Et j'étais membre d'un réseau du SOE, le réseau Salesman, presque totalement démantelé en mars 1944. J'étais recherchée par la Gestapo, j'étais enceinte à l'époque, et le père de mon enfant, qui est un officier allemand, m'a cachée dans le seul Lebensborn de France, près de Chantilly. Puis ensuite, avec le débarquement, cet établissement a été fermé, et les mères et les enfants amenés ici, en Allemagne. Je suis infirmière diplômée d'État, et je peux me rendre utile auprès des mères et des enfants tant que ce sera nécessaire, du moment qu'on ne me sépare pas de mon bébé. Mathias est dans mes bras, sage comme une image. Il tient son ours en peluche contre lui, un pouce dans la bouche, fixant de ses grands yeux bleus cet étranger qui parle avec sa mère dans une langue qu'il n'a jamais entendue. Très rapidement, les Américains ont pris les choses en main. Le curé du village, le père Köppel, a été d'une grande aide. Grâce à lui, les rancœurs des villageois, tentés de mettre Orland à sac et d'en chasser tout le monde, se sont un peu atténués, et les hommes du petit détachement US ont fait appel à des religieuses d'un couvent voisin. Ces religieuses étaient celles qui occupaient le foyer catholique pour enfants avant d'en être chassées par les SS en 1936 pour y installer leur Lebensborn. Le curé du village en avait aussi été évincé. Certaines des mères se montrent arrogantes avec elles. Je ne fais que m'excuser auprès des braves religieuses qui, comme moi, font ce qu'elles peuvent. Une autre personne nous aide beaucoup. Il s'agit du baron Otto von Fogri, un notable habitant dans un village voisin qui va se démener pour trouver de la nourriture pour les enfants, en faisant le tour des fermes avec sa voiture et l'essence fournie par les Américains. Il ne nous manque plus qu'un médecin, puisqu'Ebner a été arrêté. Beaucoup d'enfants sont malnutris, certains sont malades. Et j'explique à la supérieure qui sont ces enfants, et la tendresse qui leur manquait la plupart du temps. Elles l'ont d'ailleurs remarqué très vite. La plupart des mères présentes s'occupent exclusivement de leurs enfants. Les autres abandonnés par leur mère n'existent pas à leurs yeux. Ne font exception parmi les mères que celles qui sont des infirmières nationales socialistes, mères d'un enfant, voire deux. Parmi les enfants plus âgés, arrivés récemment, certains ne savent pas encore parler et ne s'expriment que par onomatopée. Peut-être aussi parce qu'ils ont été enlevés pour être germanisés, ajoutai-je. Je pleure à cette évocation, et Mathias me regarde avec étonnement. Il perçoit mon émotion et m'attrape par le cou pour me faire un câlin. Il se montre plus rassuré quand je lui souris et que je l'embrasse tendrement. Lui, en tout cas, est très éveillé. Paola s'investit corps et âme auprès des enfants. Elle et moi collaborons efficacement avec les religieuses qui ont l'habitude de s'occuper des enfants, mais un peu moins des mères. Or, certaines sont proches d'accoucher. Aux médecins américains, j'ai confié tout ce que je savais des Lebensborn. Leur théorie génétique fumeuse, les rencontres organisées entre SS, gestapistes ou soldats de la Wehrmacht avec des filles recrutées pour la procréation d'enfants parfaits, qui très souvent exerçaient aussi comme infirmières, les rites païens comme ceux de la cérémonie du nom, la disparition suspecte des enfants qui ne répondaient pas aux critères de la race pure germanique. Je lui fais part aussi de mes soupçons sur l'enlèvement d'enfants destinés à être germanisés. Il me promet de faire remonter ces informations. Pendant les quelques jours qui avaient séparé le départ des SS de l'arrivée de ces GIs de la 3e armée du général Patton, j'avais découvert certains documents. Je m'étais servi d'un appareil photo déniché dans un des bureaux avec un certain nombre de pellicules pour en photographier certains passages. À cette occasion, je me suis aperçu que les SS avaient oublié certains objets de valeur,
comme des couverts en argent, avec des armoiries, et l'inscription Concordia Industria Integritas, du linge provenant de grands hôtels appartenant probablement à des juifs spoliés. Il y avait même des objets ayant appartenu aux Habsbourg, que la passionnée d'histoire que j'ai toujours été a reconnu, grâce à l'aigle à deux têtes et la devise Viribus Veritis. Friedrich, 7 mai 1945. Depuis le début du mois d'avril, je suis, avec Antoine, la première DB, dirigée par le général Sudre, depuis que le général Touzé du Vigier a été nommé gouverneur militaire de Strasbourg. Nous avons traversé le Rhin le 17 avril, arrivant en Allemagne dans ma forêt noire, que je connais comme ma poche. Très vite, Baden-Baden et l'important nœud routier de Freudenstadt sont pris au 64e Armeekorps. Après avoir marché sur Kehl et Offenburg, nous nous sommes enfoncés vers le sud en plaine de Bade, où la division s'est emparée de Freiburg le 21 avril. Parvenue au sud-ouest d'Ulm, la division court au Danube par Rottweil et Horb, et nous traversons le fleuve le 21 avril à Mulheim et Tuttlingen. Dans le même temps, pendant qu'une partie de la division achève à Stockach l'encerclement du 18e corps SS, combattant encore en forêt noire, une autre partie pousse le long du Danube par Sigmaringen, dont elle s'empare le 22 avril, jusqu'à Ulm conquise en liaison avec les forces américaines de la 7e armée arrivant du nord. Une fois encore, la direction de marche va changer. Les forces françaises étant entrées à Constance, l'occasion se dessine de prendre dans l'étau le Vorarlberg et d'y devancer tous les débris d'unités de la 19e armée allemande vaincue qui pourrait s'y réfugier. La première DB, chargée de la mâchoire nord, file plein sud sur la rive gauche de l'Iller et s'empare d'Immenstadt le 30 avril. Elle franchit le même jour la frontière de l'Autriche pour occuper Aach et Oberstdorf. N'ayant plus devant elle que des sentiers de montagne, elle livre passage à l'infanterie et va se regrouper autour de Biberach. Après, infanterie et blindés s'engagent délibérément dans les neiges du Hochtanbergpass, vers Lech et Zurs. Ces localités dépassées, ils sont le 6 mai à Saint-Anton, tandis qu'un peu plus à gauche, la 44e division d'infanterie US s'empare de Landeck sur le chemin du col italien du Passo d'Eresia. Première au Rhin, première au Danube, la division à la Croix de Saint-Louis achève sa brillante chevauchée après une suite ininterrompue de combats victorieux. La réduction de son réduit alpin entraîne par voie de conséquence la capitulation de la Wehrmacht. Dès le 4 mai, des émissaires de la 24e armée allemande qui défendait Bregenz sont venus à Überlingen s'enquérir des conditions d'un cessez-le-feu. Quant à la 19e armée, qui depuis Freudenstadt et Villingen n'est plus qu'un état-major sans troupes, elle a préféré faire sa soumission le 5 mai à Innsbruck avec le groupe d'armée G auprès de la 7e armée US. Ce 7 mai, avec l'accord du général Patch, dirigeant la 7e armée US, Antoine m'emmène jusqu'à Steinering. Je n'ai plus de nouvelles depuis des semaines. Depuis le PC de Delattre à Überlingen, nous mettons près de 4 heures pour arriver à notre destination. Ces heures me semblent d'une éternité. Je trépigne d'impatience et je fume cigarette sur cigarette. Cela fait rire le lieutenant Conteville, mon futur beau-frère. Au fil des jours, nous sommes devenus proches. Il a voulu tout savoir de mon idylle avec sa sœur. L'histoire de notre première rencontre l'a beaucoup amusé. De son côté, il a évoqué son entraînement en Angleterre, son affectation en décembre 1943 dans l'armée dirigée par Delattre, devenue la première armée, le 25 décembre 1944. L'entraînement de nouveau à Douéra, en Algérie, avant d'entrer dans la bagarre le 17 juin 1944 pour libérer l'île d'Elbe, puis le débarquement en Provence, la remontée du Rhône, la jonction avec la 2e DB de Leclerc, avant les combats de la bataille des Vosges. Pour ma part, j'évoque aussi Hans, mon ordonnance et meilleur ami, qui est dans le camp de Mutzig, ainsi que mon frère, dont je n'ai plus guère de nouvelles. Tout ce que je sais, c'est qu'après la bataille de France, il est reparti en juillet en Prusse orientale, puis en Russie, comme moi. Après la bataille de Moscou, sa division a échappé de peu à la destruction et a été rapatriée en France, près de Coët-Quidan, puis près de Paris en mai 1942, afin qu'elle se reconstitue. Manque de chance, il a été renvoyé sur le front russe à la fin de l'année pour secourir la 6e armée encerclée dans Stalingrad. Il s'en est sorti, et par la suite,
Il s'est battu à Kharkov et Koursk en 1943, mais depuis plus rien. Peut-être que mes parents pourront m'en dire plus. Nous avons atteint l'extrémité nord du lac de Starnberg à Gilching. Plus que 80 kilomètres. Nous traversons Munich où les destructions sont impressionnantes. Une bonne moitié de la ville a été détruite. Puis nous arrivons dans la campagne. Le camp de Dachau n'est pas très loin. Enfin, Steinering. Je reconnais de loin la grande demeure que j'avais vue en arrière-plan sur une des photos que m'avait envoyée Emma. Des mamans s'occupent de leurs bébés sur la pelouse. Je vois des religieuses. L'une d'elles vient au-devant de nous. « Bonjour, messieurs, vous désirez ?» nous dit-elle en allemand. Je prends la parole car je sais qu'Antoine ne parle peu. « Bonjour, ma sœur. Je viens voir une maman qui est aussi infirmière ici. Emma Conville. »« Vous êtes le père de Mathias ?» me demande-t-elle avec un sourire. « En effet, réponds-je surpris. Mayer von Richter. Il vous ressemble, vous savez. » Je respire beaucoup mieux maintenant. Ils sont bien là, tous les deux. Sinon, pourquoi me parlerait-elle de cette ressemblance? Permettez que je vous présente le frère d'Emma, le lieutenant Antoine Conteville de la première armée française. Elle me regarde étonnée. Un officier allemand et un officier français ensemble? Je suis son prisonnier actuellement. Vous êtes prisonnier de votre beau-frère, si je comprends bien, demande-t-elle un peu troublée. Il y a pire comme situation, ma sœur. Cela me permet d'être ici aujourd'hui, sinon je serais dans un camp. Soudain, dans mon champ de vision, elle apparaît. Elle a beau être en uniforme, porter un calot fixé sur son chignon, je la reconnaîtrai entre mille. Emma, mon amour. Nos yeux se sont croisés. Mathias est dans ses bras. Je bondis vers eux. Mes yeux ne la lâchent pas. Je vois ses lèvres murmurer « Friedrich ». Elle dépose Mathias dans l'herbe pour courir vers moi. Mon cœur bat la chamade. Quand je la reçois contre moi, je sens le sien qui palpite follement. Oui, c'est moi, chérie, c'est moi. Puis je m'écarte un peu pour la regarder. Elle est magnifique, amaigrie, mais toujours magnifique, dans le soleil qui illumine ses cheveux d'or pâle. Je caresse sa joue d'un doigt avant de prendre son visage entre mes mains pour poser mes lèvres sur les siennes. Timide au départ, notre baiser devient passionné dans les secondes qui suivent. « Tu m'as tellement manqué », chuchotai-je entre deux baisers. Puis je regarde notre bébé qui s'est rapproché de nous à quatre pattes. Notre blondinet est arrivé juste à côté de sa mère et s'accroche à sa robe pour se mettre debout, un peu chancelant. Je le regarde émerveillé, ce petit bout d'homme en barboteuse, mon fils. Il a tellement changé depuis sa naissance, même depuis les dernières photos que m'a envoyées Emma. Cette dernière l'attrape, le prend dans ses bras. Mathias me fixe de ses immenses yeux bleus. Je prends une de ses petites menottes pour l'embrasser. « Regarde, Matt, c'est papa. » Le regard du bébé va de l'un à l'autre. Il regarde sa mère et dit « Papa ?»« Oui, chérie, c'est papa. »« Il est sublime, mon amour, » dis-je émue aux larmes. « Je vois bien que tu meurs d'envie de le prendre. Vas-y, il n'est pas sauvage. Il n'a même jamais eu peur des SS. Ce n'est pas toi qui vas commencer. » J'obtempère aussitôt, et avec mon fils dans les bras, j'enlace sa mère. « Mon amour, au cas où tu n'aurais pas remarqué, je ne suis pas venue seule, lui susurrai-je à l'oreille. D'ailleurs, je n'en aurais pas eu le droit. Je suis un prisonnier de guerre. » C'est seulement à ce moment qu'elle remarque l'homme qui m'accompagne, adossé à la Jeep. Ses yeux s'écarquillent. Ses lèvres s'écartent en un haut de surprise. « Antoine ? C'est toi ?» « Non, sœurette, c'est le pape. »« Eh bien oui, c'est moi, triple buse. Je n'allais pas rester à siroter du thé toute ma vie en Angleterre. Et j'ai comme l'impression que tu vas m'avoir sur le dos un moment, d'autant que ton Jules est mon prisonnier. » Emma se jette dans les bras de son frère pour l'étreindre avant de lui donner une bourrade. « Comment ça, Friedrich est ton prisonnier ?»« Enfin, disons qu'il est prisonnier d'Eric, officiellement. Il t'expliquera tout ça mieux que moi. Pour l'instant, je suis sa nounou, plus qu'un garde-chiourme, si tu vois ce que je veux dire. » Tu as plutôt intérêt, car si tu touches un seul de ses cheveux, tu auras affaire à moi. Oh là là, j'ai très peur, se moque Antoine. Je les regarde se chamailler gentiment tous les deux, tout comme Mathias qui doit se demander
Qui est cet autre étranger? Car pour lui, j'en suis un aussi. Mais j'espère bien que nous allons rattraper le temps perdu. En attendant, princesse, tu vas aller faire tes bagages. Ordre du général Jake Devers, commandant le 6e groupe d'armée des États-Unis, regroupant la 7e armée américaine du général Patch et la 1re armée française du général de Lattre de Tassigny. Nous nous dirigeons tous vers la grande demeure pour montrer l'ordre de mission à la mère supérieure, ramener Emma Conville, membre des services secrets britanniques, et son fils. La religieuse est médusée devant le document, rédigé par un général américain, remis par un lieutenant français, concernant un agent français des services secrets de Sa Majesté, et expliqué par un major de la Wehrmacht prisonnier. Je crois que la pauvre religieuse en a perdu son latin.